Johnny Hallyday l'a laissé souffrir, et il l'a fait devant toute la France. Pendant 15 ans, l'homme le plus adoré du pays a vécu sa vie exactement comme il le voulait, les drogues, les femmes, les absences, pendant que Sylvie Vartan souriait en couverture des magazines et se taisait sur ce qu'aucun micro n'a jamais capturé. J'ai passé des mois à éplucher des archives, des interviews enterrées et des déclarations que Sylvie a faites des décennies plus tard, quand elle n'avait plus rien à perdre à dire la vérité. Ce que j'ai trouvé n'est pas l'histoire de la romance la plus célèbre de France, c'est l'histoire d'une femme qui a payé un prix que personne n'a calculé à l'époque, et qui a mis 30 ans à pouvoir le raconter, parce que ce que le public a vu, c'était un couple parfait. Mais ce que Sylvie a vécu, c'était quelque chose de complètement différent. Il y a une image que Sylvie Vartan n'a jamais oubliée. Une petite fille de 7 ans, debout près de sa famille, regardant en arrière une dernière fois. Derrière elle, la Bulgarie. Devant, l'inconnu. Personne ne lui avait expliqué qu'il ne reviendrait pas. Personne ne lui avait dit que ce qu'ils laissèrent derrière eux avait un nom, l'exil. C'était décembre 1952. Le régime communiste était solidement installé en Bulgarie depuis 6 ans, et la famille Vartanian était devenue une cible silencieuse. Ce n'étaient pas des dissidents déclarés. Ils n'avaient rien fait d'extraordinaire, mais ils avaient exactement le profil que le nouvel ordre voulait éliminer. Des origines arméniennes, des liens avec l'Occident, une histoire familiale liée à l'ambassade de France, et leur maison à Sofia avait été réquisitionnée. L'État la leur avait prise sans négociation, sans compensation, sans explication formelle. Et le père de Sylvie, Georges Vartanian, avait compris que la suite pourrait être pire. Georges possédait quelque chose que très peu de Bulgares de sa génération avaient, un passeport français. Son propre père avait été directeur de la compagnie d'électricité, filiale d'une entreprise française, ce qui avait donné à la famille un lien légal avec la France que le régime communiste n'avait pas pu effacer. Ce document fut leur sauf-conduit. Il l'utilisa sans hésiter. Ils arrivèrent à Paris le 24 décembre 1952, la veille de Noël. La ville était décorée, les rues brillaient, et la famille Vartanian s'installa dans une chambre d'hôtel rue Montmartre. Une seule chambre pour 4 personnes. L'homme qui avait travaillé comme attaché de presse à l'ambassade française de Sofia, qui avait mené une vie d'une certaine position et d'une certaine reconnaissance, dut accepter des travaux manuels pour mettre de la nourriture sur la table. La petite fille, qui avait grandi à Sofia, ne parlait pas un mot de français. Pas un seul. C'est la première chose qu'il faut comprendre sur Sylvie Vartan. Elle n'est pas arrivée en France comme une privilégiée. Elle n'est pas arrivée avec un réseau de contacts, ni avec de l'argent de côté. Elle est arrivée à 7 ans, sans langue, sans racines, sans rien qui la rattachait à ce nouveau pays. Et pourtant, en moins d'une décennie, elle allait devenir l'un des visages les plus reconnaissables de France. Ça n'arrive pas par hasard. Ça arrive parce qu'il y a, dans certaines personnes, quelque chose que le déracinement, au lieu de briser, affûte. Sylvie apprit le français à une vitesse qui surprit ses professeurs. En quelques mois, elle suivait des cours normalement au collège Victor Hugo. Elle apprit les règles, apprit l'accent, apprit à ne pas se faire remarquer pour ce qui la rendait différente. Mais elle a toujours su qu'elle l'était. Il y avait toujours en elle cette conscience d'être venue d'ailleurs, de ne pas avoir le même sol sous les pieds que les autres. Et cette conscience, avec les années, devint quelque chose de paradoxal. Elle la rendit extraordinairement douée pour s'adapter, pour endurer, pour ne pas se plaindre,
pour survivre en silence. La famille a mis 4 ans à pouvoir quitter l'hôtel, en 1960, et la situation économique s'améliora suffisamment pour que Georges puisse louer un appartement digne. C'était une époque d'efforts soutenus, de reconstruction lente. Et c'est dans ce contexte que Sylvie grandit, en apprenant que se plaindre ne servait à rien, que ce qu'il fallait faire, c'était avancer, que la force ne se déclarait pas, mais se démontrait chaque jour. Ce schéma l'accompagna toute sa vie, aussi à l'intérieur de son mariage, mais avant d'en arriver là, il faut comprendre comment Sylvie est arrivée sur scène. Parce que son histoire artistique ne commence pas avec elle. Elle commence avec son frère aîné, Eddie. Eddie Vartan avait plusieurs années de plus que Sylvie et avait trouvé sa place dans le monde de la musique française, avec une clarté qui contrastait avec la précarité familiale des premières années. En 1961, il travaillait comme directeur artistique chez RCA Records, l'un des labels les plus influents du pays. Il connaissait les artistes, les producteurs, les règles du métier. Il était le pont entre la famille Vartanian et ce monde brillant qui existait de l'autre côté de la radio. Un jour de 1961, une chanteuse qui devait enregistrer un duo avec Frankie Jordan, une star montante de l'époque, annula sans prévenir. Eddie avait besoin de quelqu'un immédiatement. Il pensa à sa sœur de 16 ans. Il l'appela. Sylvie arriva au studio sans y avoir jamais mis les pieds, se plaça devant le micro, et ils enregistrèrent « Panne d'essence ». La chanson devint un succès immédiat. Personne ne s'y attendait. Elle, la première. Ce qui suivit fut l'une des carrières les plus solides de la pop française des années 60. Fin 1961, où elle lançait son premier single en solo, Quand le film est triste. La radio l'adopta dès le départ. Daniel Filippacci et Franck Thénault, depuis l'émission Salut les copains, en firent l'un des visages du mouvement yéyé qui était en train de secouer la culture jeune française. Aux côtés de Françoise Hardy, France Gall et Sheila, Sylvie Vartan représentait quelque chose de nouveau. La fille moderne, désinvolte, avec de l'énergie et une voix propre. En janvier 1964, elle partageait la scène de l'Olympia avec les Beatles pendant 3 semaines. Cette même année, elle enregistrait La plus belle pour aller danser, qui allait devenir l'un des hymnes définitifs de sa génération. Elle vendit des millions de disques. Elle se produisit dans des télévisions de toute l'Europe. Elle passa au Ed Sullivan Show aux États-Unis. À 20 ans, et Sylvie Vartan était une star internationale. Et elle l'était par ses propres mérites, avant Johnny, sans Johnny. À 19 ans, avec ses premiers vrais revenus d'artiste, elle fit quelque chose qui disait tout sur qui elle était. Elle acheta un manoir à Loconville, dans l'Oise, et l'offrit à ses parents. Le photographe Jean-Marie Perrier, l'un de ses plus proches à cette époque, l'expliqua des années plus tard, avec une phrase qui n'a pas besoin d'ornement. Elle voulait leur rendre ce qu'ils avaient perdu en quittant la Bulgarie. Elle voulait que le foyer existe à nouveau. C'était Sylvie Vartan, avant que Johnny Hallyday entre dans sa vie. Une jeune femme généreuse, avec une carrière propre, un passé qui l'avait trempée, et un avenir qu'elle construisait elle-même, brique par brique. Mais un soir de décembre 1961, et dans les coulisses de l'Olympia de Paris, Eddie la présenta à quelqu'un. Sylvie chantait en première partie de Vance Taylor, et depuis le côté sombre de la scène, quelqu'un l'avait regardée, quelqu'un qui était déjà la plus grande star du rock français, et ce quelqu'un avait dit à Eddie quelque chose qui ne se répète pas devant une sœur. Eddie en fit une présentation.
Eh bien, je te présente ma sœur. » Sylvie raconta plus tard que ce ne fut pas un coup de foudre immédiat, qu'elle le trouva beau, un peu jeune, attirant. Mais ce qui la surprit le plus fut le contraire de tout ce qu'elle attendait de lui. Il était timide, réservé. Il avait un côté que son image publique dissimulait complètement, et ce côté la captura. Ce qu'elle ne savait pas alors, c'est que ce côté disparaîtrait aussi, et ce qui resterait à sa place, et elle le paierait pendant 15 ans. Quand Sylvie Vartan et Johnny Hallyday devinrent un couple, la France entière le célébra, comme si c'était un événement national. Et d'une certaine façon, ça l'était. Ils étaient les deux jeunes les plus célèbres du pays. Lui, le roi du rock français. Elle, la reine du yéyé. Ensemble sur scène, ils arrêtaient le temps. Ensemble en couverture d'un magazine, ils épuisaient le numéro en quelques heures. Mais il y a une différence fondamentale entre un couple qui brille ensemble et un couple dans lequel l'un brille aux dépens de l'autre. Et cette différence, dès le début, était là, discrète au début, impossible à ignorer avec le temps. Dès 1962, Sylvie faisait la première partie de Johnny dans ses tournées. C'était une décision logique en apparence. Elle était plus jeune, lui était la star consacrée. Mais cette logique avait un prix. Dans l'imaginaire du public, et surtout dans celui de l'industrie, Sylvie en vint à être perçue comme quelque chose qu'elle n'avait jamais été avant de le connaître, le complément de Johnny, la petite amie de Johnny, la femme de Johnny. 3 mots qui doucement, et sans que personne ne le déclare à voix haute, allaient en effacer 3 autres, la star Sylvie, Jean-Jacques Debout, qui avait été la première partie de Johnny avant que Sylvie prenne sa place, s'en souvint avec une honnêteté que peu ont osé soutenir. Un jour à Marseille, Sylvie est venue nous rejoindre avec son frère Eddie, et ce soir-là même, Johnny m'a demandé de lui céder ma place dans la tournée. J'ai compris à ce moment-là que quelque chose se passait entre eux. Johnny ne réorganisa pas sa tournée pour des raisons artistiques. Il le fit parce qu'il voulait Sylvie près de lui. Et Sylvie, qui avait sa propre carrière, en marche, accepta cette place subordonnée, avec la même capacité d'adaptation qu'elle avait apprise petite fille rue Montmartre. Ils se marièrent le 12 avril 1965 à Loconville, dans le manoir même que Sylvie avait acheté pour ses parents. Johnny effectuait son service militaire et obtint une permission spéciale de 4 jours. Ils voulurent une cérémonie discrète. Ce qu'ils obtinrent fut exactement le contraire. Plus de 2000 journalistes envahirent le village. Les images firent le tour du monde. Paris Match consacra 10 pages à l'événement, avec un titre qui, lu aujourd'hui, se révèle dans des sens que personne ne calcula alors. Johnny le sans-famille en trouve une, les Vartan. Voilà déjà la vraie dynamique. Ce n'était pas le mariage de Johnny et Sylvie. C'était l'histoire de Johnny trouvant un foyer dans la famille de Sylvie. C'était Johnny le protagoniste, même le jour de son mariage, et Sylvie, qui avait construit ce foyer B avec son propre argent, se retrouvait en retrait dans le récit public de son propre mariage. Quand Johnny revint de l'armée en août 1965, il reprit immédiatement le rythme qui le définissait. Gala, enregistrement, tournée, télévision. Un rythme brutal qui ne laissait de place à rien qui ne soit lui-même et sa carrière. Sylvie avait aussi la sienne. Mais la dynamique qui s'installa dans le couple fut bientôt claire pour tous ceux qui les entouraient. La carrière de Johnny était le centre. Celle de Sylvie était ce qui tenait autour. En août 1966, Sylvie donna naissance à David. Johnny chantait à Milan ce soir-là. Et le lendemain, il fut quelques heures
avec eux. Puis il repartit à Venise, où un gala l'attendait ce même soir. La presse le nota, sans trop de scandale, parce que c'était Johnny, et parce que c'était ainsi qu'était Johnny. Mais Sylvie était seule dans un lit d'hôpital, avec son nouveau-né, pendant que le père de cet enfant se produisait à des centaines de kilomètres, parce qu'un contrat était un contrat. Il y eut un épisode qui illustre la dynamique artistique mieux que n'importe quelle analyse. Sylvie avait découvert, avant Johnny, la chanson « Old Time Rock and Roll » de Bob Seger. Elle voulait l'enregistrer. Johnny la prit et l'enregistra le premier, en 1979, sous le titre « Le bon temps du rock and roll », qui devint l'un de ses classiques. Ce ne fut pas la seule fois que quelque chose de ce genre se produisit. Les chansons, les projets et les espaces voyageaient entre eux selon des convenances qui n'étaient pas toujours les siennes. Et pourtant, publiquement, Sylvie ne se plaignit jamais. Elle maintint pendant des années une image de couple uni, de complicité artistique, d'amour qui survivait aux turbulences, parce que, en partie, c'était vrai, mais en partie seulement. Ce que Sylvie décrivit des décennies plus tard, avec la distance que seul le temps donne, fut quelque chose de plus complexe et de plus douloureux qu'une simple trahison. Elle parla des absences, de l'instabilité, de cohabiter avec quelqu'un qui était extraordinaire sur scène et profondément difficile en dehors. Johnny avait une relation avec l'alcool et les drogues que ceux qui l'entouraient connaissaient bien et que la presse de l'époque préférait ignorer. Mais il avait un caractère qui pouvait passer de la tendresse au vide en quelques heures. En 2013, dans les pages de gala, Sylvie le résuma avec une précision qui fait mal à lire. « J'ai davantage souffert des séparations, de sa nature instable, de le voir souvent malheureux, que des infidélités. Voilà ce qu'il y avait derrière les couvertures, voilà ce qu'il y avait derrière les duos à l'Olympia et les sourires devant les photographes. » Mais l'instabilité de Johnny ne resta pas seulement sur le plan émotionnel. Parce qu'en septembre 1966, à peine un mois après la naissance de David, il se passa quelque chose que personne parmi ceux qui le vécurent n'oublia jamais, et que Sylvie ne parla jamais publiquement avec toute la vérité qu'il méritait. Le 2 septembre 1966, Tiki Holgado, secrétaire personnel de Johnny Hallyday, arriva à l'appartement du chanteur et trouva la porte de la salle de bain fermée de l'intérieur. Il appela. Pas de réponse. Il força l'entrée. Johnny était par terre. Il avait pris des barbituriques et s'était tailladé les veines du poignet droit. Il fut transféré d'urgence à l'hôpital Lariboisière de Paris. Il avait 23 ans. Son fils David avait 27 jours. La presse couvrit l'épisode avec la délicatesse habituelle de l'époque envers ses stars. Des euphémismes, des demi-mots, la discrétion qu'on appliquait à Johnny Hallyday, parce que Johnny Hallyday était intouchable. Ce que les titres ne dirent pas clairement, c'était le contexte. Johnny était arrivé à ce point, épuisé par les dettes fiscales, par le rythme impossible des galas, et par quelque chose d'autre. Sylvie avait demandé le divorce. Ils étaient mariés depuis 1 an. David avait moins d'1 mois. Face à la tentative de suicide, Sylvie retira la demande. Ils se réconcilièrent. Johnny déclara publiquement « C'est quelque chose que nous avons décidé d'un commun accord. Nous nous aimons toujours, et nous n'avons pas le droit de gâcher la vie de notre fils. » Sylvie, de son côté, dit quelque chose qui à l'époque sonna comme une déclaration d'amour renouvelée et qui aujourd'hui sonne complètement différemment. Nous sommes un peu en dehors des marges habituelles des couples. Nous sommes comme frères et sœurs. Frères et sœurs. Une femme de 22 ans
décrivant son mariage avec ces mots, un mois après avoir donné naissance à son premier enfant. Ce qui vint après cette réconciliation ne fut pas une histoire d'amour rédemptrice, ce fut une histoire de résistance, et d'une femme qui décida de rester, non pas parce qu'elle était heureuse, mais parce qu'elle croyait que son fils avait besoin de son père. Et parce que partir à ce moment-là, avec Johnny dans l'état où il était, lui semblait une forme d'abandon qu'elle ne pouvait pas se permettre. Cette décision lui coûterait 14 ans de plus, parce que Johnny Hallyday, une fois stabilisé, redevint exactement ce qu'il était. Et ce qu'il était incluait une relation avec les femmes que l'industrie connaissait, que la presse tolérait, et que Sylvie apprit à gérer d'une manière qu'elle-même décrivit comme le produit d'une lucidité froide, presque clinique. Les infidélités de Johnny pendant le mariage n'étaient pas un secret. Pas pour ses musiciens, pas pour ses managers, pas pour les journalistes qui couvraient sa vie. Dans les hôtels des tournées et dans les loges, dans les appartements qu'il occupait quand Sylvie était dans une autre ville, Johnny vivait avec une liberté qu'il ne considéra jamais comme négociable. Les femmes faisaient partie de son monde, de la même manière que le rock faisait partie de son monde. Naturel, inévitable, sans grande importance émotionnelle pour lui. Sylvie le savait, et pendant des années, elle choisit une position qui, vue de l'extérieur, peut paraître incompréhensible, mais qu'elle expliqua avec une cohérence qui mérite d'être entendue sans jugement. Dans une interview sur France Inter, elle dit « Les infidélités n'avaient pas tellement une grande importance, pour tout dire, parce que je connaissais parfaitement Johnny, et je savais que tout ça n'avait pas une grande importance, au fond. » Et en 2013, dans les pages de gala, elle alla encore plus loin. J'ai davantage souffert des séparations, de sa nature instable, de le voir souvent malheureux, que des infidélités. Les filles de passage n'étaient que des filles de passage. Cela n'avait pas grande importance. En même temps, la mémoire réécrit parfois l'histoire. Peut-être n'était-ce pas l'exact reflet de la réalité d'alors. Cette dernière phrase est la plus honnête de toutes. Sylvie admettant que peut-être elle s'était raconté une version plus supportable de sa propre histoire, que peut-être la distance émotionnelle qu'elle avait construite face aux infidélités fut un mécanisme de survie plus qu'une position réelle. Il y eut une crise particulièrement profonde. Au début des années 70, Johnny s'était impliqué de manière sérieuse avec une autre femme. Ce n'était pas une passade, et c'était une relation qui menaçait de briser ce qu'il restait de la structure du mariage. Sylvie s'en alla. Elle partit au Canada. Johnny essaya de la reconquérir. Il n'y parvint pas. Et des années plus tard, dans ses mémoires, il le décrivit avec une brutalité lucide. « J'étais allé trop loin. J'avais tenté de reconquérir Sylvie, sans succès. Nous nous sommes réconciliés 1 an plus tard, mais cette blessure, trop profonde pour être cicatrisée, sera la véritable raison de notre divorce en 1980. » Johnny reconnaissant, dans ses propres mots, que c'est lui qui avait brisé quelque chose qui ne put jamais être vraiment réparé, que la blessure qu'il infligea en 1973 mit 7 ans à devenir officiellement une fin, mais que la vraie fin se produisit à ce moment-là. Et pendant tout ce temps, et la machine publique du mariage continuait de fonctionner. Ils continuèrent à se produire ensemble. Ils continuèrent à enregistrer des duos. En 1973, ils lancèrent « J'ai un problème », l'un de leurs plus grands succès en format duo, qui atteignit le numéro 1 et se vendit à des centaines de milliers d'exemplaires. Le public les voyait à la télévision, souriants et complices, et n'avait aucune raison d'imaginer que derrière ces chansons,
se trouvait un couple qui se défaisait en privé depuis des années. C'est le piège des couples mythiques. Le mythe a sa propre vie, et l'alimenter devient une obligation professionnelle qui ne laisse pas de place à la vérité personnelle. En février 1974, dans une interview avec Paris Match, Sylvie annonça qu'elle attendait un deuxième enfant. Elle avait attendu 8 ans, dit-elle, pour avoir un autre bébé. Elle croyait qu'ils avaient surmonté le moment le plus difficile, que quelque chose avait changé, que cette fois, ce serait différent. Ce deuxième enfant ne vint pas au monde. Ce que les archives montrent en revanche, c'est que 1979 fut, selon les propres mots de Sylvie, mon année de plus grand bonheur avec Johnny, et que quelques mois à peine après cette année, elle déposa les papiers du divorce. C'était ça, vivre aux côtés de Johnny Hallyday. Une année pouvait être la meilleure, la suivante pouvait être la fin. Et entre les deux, toujours, la même question sans réponse. Jusqu'à quand? Mais avant que le divorce arrive, il se passa quelque chose qui changea Sylvie d'une façon qu'aucune infidélité, aucune absence, aucune crise conjugale n'avait réussi à faire. Quelque chose qui arriva sur une route verglacée en février 1970, avec Johnny au volant et Sylvie assise côté passager. Quelque chose dont Sylvie mit des décennies à parler avec toute la vérité qu'il méritait. Le 20 février 1970, Johnny Hallyday conduisait une Citroën DS 21 sur la RN 83, une route nationale qui traverse la région de Bourgogne-Franche-Comté en direction de Besançon. Ils avaient un gala ce soir-là. Le ciel était dégagé, mais l'asphalte accumulait depuis des heures une couche de verglas invisible, de ceux qu'on ne voit pas jusqu'à ce que les roues ne répondent plus. Johnny perdit le contrôle dans un virage, à gauche. La voiture sortit de la route et plongea dans le fossé. Johnny s'en sortit avec le nez cassé. Sylvie, qui ne portait pas sa ceinture, ce n'était pas obligatoire, en 1970, fut projetée vers l'avant avec toute la force du choc. Son visage traversa le pare-brise. Ce qui suivit fut l'un des épisodes les plus dramatiques et les plus manipulés de la vie publique de Sylvie Vartan. Parce que ce qui se passa sur cette route fut réel et grave, mais ce que la presse construisit autour fut quelque chose de complètement différent de la réalité. Et Sylvie dut vivre pendant des années avec une version de son propre accident qu'elle ne reconnaissait pas comme la sienne. Les médias français se jetèrent sur l'histoire avec une voracité difficile à justifier aujourd'hui. Les titres parlaient de défiguration permanente, de 17 opérations, d'une carrière détruite, d'une femme qui avait perdu son visage pour toujours. L'image de Sylvie Vartan, dont la beauté avait été une partie centrale de son identité publique, devint objet de spéculation et de morbo pendant des mois. La réalité était grave, mais ce n'était pas ça. Sylvie avait des blessures profondes au menton et au visage. Elle avait besoin d'une reconstruction. Elle avait besoin des meilleurs spécialistes disponibles. Et les meilleurs spécialistes n'étaient pas en France. Elle prit la décision de partir aux États-Unis, où elle passa 6 mois à subir des interventions chirurgicales réalisées par l'un des meilleurs chirurgiens plasticiens du pays. 2 opérations principales, pas 17. Le résultat, au bout de ces 6 mois, fut que Sylvie retrouva son visage. Des années plus tard, dans une interview avec le magazine de Sophie Davant, elle en parla avec un mélange d'humour et de lassitude qui disait beaucoup sur la relation qu'elle avait dû développer avec sa propre histoire publique. À l'époque, on a beaucoup épilogué sur mon visage brisé, mes 17 opérations, qui se sont résumées à 2 en réalité. La vérité,
c'est que j'avais le moral. Je n'étais pas, comme on l'a dit, défiguré. Il ne faut pas exagérer. J'avais été coupé, oui. J'avais des marques sur le menton, sur le visage, mais je me reconnaissais quand même. J'avais évidemment des cicatrices, mais ça ne m'empêchait pas de danser. Cette dernière phrase, ça ne m'empêchait pas de danser. C'est Sylvie Vartan à l'état pur, une femme qui vient de traverser un pare-brise à toute vitesse, qui passe 6 mois dans un pays étranger à reconstruire son visage, et dont la première préoccupation est de préciser qu'elle était toujours debout, qu'elle était toujours elle, qu'il n'aurait pas raison d'elle. Mais il y a quelque chose dans cet accident que la presse n'investigua jamais avec la profondeur qu'il méritait. Quelque chose que les archives suggèrent, et que Sylvie ne confirma jamais, explicitement, en public, mais que les personnes qui la connaissaient à l'époque décrivent de manière constante. Johnny était celui qui conduisait. Cela, en soi, n'est pas une accusation. Les accidents arrivent. Le verglas est traître. Personne ne remet en cause le fait que c'était un accident. Mais ce qui est significatif, c'est ce qui se passa ensuite. Pendant que Sylvie passait 6 mois aux États-Unis à se remettre, soumise à des interventions chirurgicales, loin de sa famille, loin de son fils de 3 ans, loin de sa carrière, Johnny continua la sienne. Les galas continuèrent. Les enregistrements continuèrent. La vie de Johnny Hallyday suivit son cours avec une normalité qui, vue à travers ce que Sylvie était en train de vivre de l'autre côté de l'Atlantique, est pour le moins frappante. Il n'y eut pas de déclaration publique de Johnny sur la responsabilité qu'il ressentait. Il n'y eut pas de geste documenté d'accompagnement soutenu pendant la convalescence. Ce qu'il y a eu, ce fut une Citroën DS20 essaim dans un fossé et une femme seule dans une clinique de New York, en train d'apprendre à se regarder dans un miroir. Ce qui se passa en revanche pendant ces 6 mois aux États-Unis fut quelque chose que personne n'avait prévu et qui allait changer la vie de Sylvie d'une façon que l'accident lui-même n'aurait jamais pu anticiper. Pendant sa convalescence à New York, Sylvie suivit des cours intensifs avec Jojo Smith, le chorégraphe et professeur de danse de Barbra Streisand. Elle le fit d'abord comme thérapie, comme façon de récupérer son corps, de le réhabiter après le traumatisme. Mais ce qu'elle découvrit dans ces cours fut une dimension artistique complètement nouvelle. Quand elle rentra en France, Sylvie Vartan n'était plus la même artiste. Son spectacle à l'Olympia en 1970, présenté peu après son retour, marqua le début de ce qui allait devenir sa signature. Les shows à l'américaine, élaborés, avec une production chorégraphique qu'aucune artiste française de sa génération ne pouvait égaler. L'accident, paradoxalement, l'avait conduite exactement à l'endroit où elle trouva sa maturité artistique, mais il avait aussi fait quelque chose d'autre. Il l'avait conduite aux États-Unis. Et aux États-Unis, Sylvie Vartan découvrit qu'il existait un monde où elle n'était pas la femme de Johnny, où elle était simplement elle, où son nom ne venait pas automatiquement accompagné d'un autre nom, où l'espace était le sien. Et cette découverte mit 10 ans à se transformer en décision. Mais la graine fut plantée sur une route verglacée en février 1970, au moment précis où la voiture cessa de répondre. Toute destruction ne détruit pas. Parfois elle ouvre une porte qui était fermée depuis longtemps. Mais avant que Sylvie puisse franchir cette porte de manière définitive, il restait encore une décennie de hauts et de bas, de réconciliations et de ruptures, de bonnes années et d'années impossibles. Il restait encore 1979, que Sylvie décrirait comme son année de plus grand bonheur avec Johnny.
et il restait ce qui vint juste après cette année, parce que la fin d'un mariage de 15 ans n'arrive pas d'un coup. Elle arrive lentement, et quand elle arrive, elle fait toujours plus mal qu'on ne l'espérait. En novembre 1979, Johnny Hallyday donna la dernière représentation de son show au Pavillon de Paris. Sylvie monta sur scène pour le surprendre. Ils chantèrent ensemble. Le public devint fou. Leur fils David, 13 ans, accompagna son père à la batterie sur une chanson. Ce fut la première fois que David Hallyday apparaissait sur une scène. L'image des trois ensemble, ce soir-là, était exactement celle que le public attendait depuis des années. La famille parfaite, l'amour qui survive, la preuve que certaines histoires ne se brisent pas. Moins d'1 an après, Sylvie Vartan déposa les papiers du divorce. Le 5 novembre 1980, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan furent officiellement séparés. 15 ans de mariage, un fils, 55 duos enregistrés, des centaines de scènes partagées, et une fin qui arriva comme toutes les vraies fins, et non pas avec un grand geste dramatique, mais avec l'épuisement accumulé de trop de choses pendant trop longtemps. Sylvie l'expliqua avec une phrase qui mérite d'être lue lentement. Je ne supportais plus ces allers-retours. Elle ne dit pas qu'elle le haïssait. Elle ne dit pas qu'elle était tombée amoureuse d'un autre. Elle ne dit pas que Johnny était un monstre. Elle dit qu'elle n'en pouvait plus de l'instabilité, du cycle perpétuel de ruptures et de réconciliations, de vivre dans un mariage qui oscillait entre la meilleure année de sa vie et la pire, sans qu'il y ait jamais une terre ferme sur laquelle s'appuyer. C'est ce que 15 ans aux côtés de Johnny Hallyday lui avaient coûté. Pas une trahison unique et définitive, mais l'usure lente, systématique, de ne jamais savoir dans quelle version de Johnny elle allait se réveiller le lendemain. La réaction de Johnny au divorce fut, à sa propre échelle, aussi extrême que tout le reste dans sa vie. Jean-Jacques Debout, ami intime du chanteur, révéla des années plus tard que Johnny fut complètement anéanti par la séparation, qu'il avait dû l'aider à s'en sortir, que l'homme qui avait vécu son mariage avec une liberté et frôlant l'indifférence s'effondra quand Sylvie concrétisa sa décision de partir. Comme si la présence de Sylvie, même dans un mariage qu'il avait lui-même érodé pendant des années, avait été l'encre qui le maintenait attaché à quelque chose de solide. Et sans cette encre, Johnny ne savait pas comment flotter. En 1981, à peine 1 an après le divorce, Johnny épousa Babette Etienne, une actrice. Le mariage dura moins d'1 an, en 1983, et il eut une fille, Laura, avec l'actrice Nathalie Baye, avec qui il avait eu une relation pendant des années, dont une partie se superposa aux dernières années de son mariage avec Sylvie. Ils se séparèrent en 1986. Ce qui suivit fut une chaîne d'unions et de séparations qui confirmèrent encore et encore ce que Sylvie savait déjà de l'intérieur. Johnny Hallyday n'était pas un homme capable de maintenir une vie tranquille aux côtés de qui que ce soit. Sylvie, pendant ce temps, prit une direction complètement différente. Les premières années après le divorce ne furent pas faciles. Aucun divorce ne l'est, et moins encore quand il se produit sous l'œil public d'un pays qui avait investi émotionnellement dans votre mariage pendant 15 ans. Mais quelque chose avait changé en elle, et les 6 mois aux États-Unis, après l'accident, avaient planté une graine qui avait mis 10 ans à fleurir, mais qui, quand elle le fit avec une clarté qui ne laissait aucun doute. Sylvie Vartan savait que sa vie était ailleurs, que l'espace dont elle avait besoin n'existait pas en France, où chaque coin de rue, chaque radio,
Chaque couverture de magazine la renvoyait au récit de la femme de Johnny. Elle s'installa à Los Angeles. En 1982, elle se produisit à Las Vegas, consolidant une présence internationale qui ne dépendait de personne d'autre qu'elle-même. Et c'est dans ce contexte, dans ce monde nouveau, qu'elle avait construit loin de tout ce qu'elle connaissait, qu'elle rencontra Tony Scotti. Elle le rencontra au début des années 80, lors d'un festival de musique au Japon. Tony était producteur, discret, solide et radicalement différent de tout ce que Sylvie avait connu auparavant. Elle le décrivit avec une précision qui illumine tout ce qui lui avait manqué pendant 15 ans. Il avait quelque chose de sécurisant. C'était un bel homme. Il semblait droit, honnête, avec beaucoup d'humour et une grande bienveillance pour autrui. Et elle ajouta ensuite quelque chose qui est peut-être la description la plus révélatrice de toutes. « Tony, c'est une bouée. Avec lui, je me sens protégée. Et le regard qu'il pose sur moi m'est nécessaire. » Une bouée. Après 15 ans à naviguer dans des eaux qui n'étaient jamais calmes, Sylvie Vartan décrivait son nouveau compagnon comme une bouée, comme quelque chose à quoi s'accrocher, comme la stabilité qu'elle avait cherchée toute une vie et qu'elle n'avait jamais trouvée aux côtés de l'homme le plus célèbre de France. Ils se marièrent le 2 juin 1984 à Los Angeles, 102 000 journalistes, sans le poids d'une nation qui regardait, avec la discrétion que Sylvie avait toujours voulu et qu'elle n'avait jamais pu avoir aux côtés de Johnny. Ce qui est significatif, c'est que Johnny Hallyday approuva Tony Scotti. Les deux hommes s'entendaient maintenant bien. Johnny, qui était parfaitement capable d'être généreux quand il n'avait plus rien à perdre, reconnut en Tony ce dont Sylvie avait besoin, et peut-être dans un recoin honnête de lui-même, reconnut-il aussi qu'il n'avait jamais été capable de le lui donner. La question de David traversa toutes ces années avec une complexité que ni l'un ni l'autre n'aborda en profondeur en public. David grandit entre deux mondes, entre deux maisons, entre deux pays. Il devint chanteur, suivant la tradition familiale avec un talent qui n'avait pas besoin de nom de famille pour se soutenir. Et il maintint une relation avec ses deux parents, qui, selon tous les témoignages disponibles, fut toujours une priorité pour Sylvie. Elle avait pris la décision de partir, mais elle ne prit jamais la décision d'éloigner David de son père. Cela aussi dit quelque chose sur Sylvie Vartan, que même dans le moment de plus grande douleur, même après 15 ans d'endurance, son premier instinct fut de protéger son fils, de ne pas utiliser le divorce comme une arme, peut-être de ne pas transformer la séparation en une guerre que David aurait dû traverser. À l'été 1980, à quelques mois à peine avant que le divorce soit officiel, Johnny et Sylvie partagèrent la scène une dernière fois en tant que couple. C'était le 13 août, aux arènes de Béziers. Ils chantèrent ensemble devant des milliers de personnes qui ne savaient pas que c'était la dernière fois, qui ne pouvaient pas savoir que ce qu'elles regardaient était la fin de quelque chose qui avait duré presque 2 décennies. Après ce concert, Sylvie s'en alla, et elle ne redevint plus jamais la femme de Johnny. Elle redevint, enfin, simplement Sylvie. En 2004, Sylvie Vartan publia son autobiographie. Elle l'intitula « Entre l'ombre et la lumière ». Entre l'ombre et la lumière. Ce n'était pas un hasard, c'était une déclaration. Le livre se vendit à plus de 250 000 exemplaires en France. Les critiques parlèrent de son honnêteté, de sa sensibilité, de l'image d'une femme qui racontait sa vie comme une confidence. Le public le dévora en cherchant ce qu'il cherche toujours dans les mémoires des grandes stars,
les secrets, les confessions, les vérités qui n'avaient pas tenu dans les interviews télévisées. Ce qu'ils trouvèrent fut quelque chose de plus nuancé et de plus intéressant qu'un règlement de compte. Ils trouvèrent une femme qui avait appris à parler de sa douleur sans l'exhiber, qui pouvait décrire les années les plus difficiles de son mariage sans en faire un spectacle, qui avait suffisamment de recul pour voir Johnny Hallyday avec une clarté qui n'était ni rancœur ni nostalgie, mais quelque chose de beaucoup plus complexe, la compréhension. Sylvie écrivit sur le tourbillon des années 60, comme sur quelque chose à la fois brillant et destructeur. Elle parla de la célébrité comme d'une force qui ravageait tout ce qui n'était pas ancré dans quelque chose de solide. Elle parla de Johnny avec une tendresse réelle, mais aussi avec l'honnêteté de quelqu'un qui avait eu le temps de comprendre ce qui s'était vraiment passé et pourquoi. Ce que le livre n'avait pas, c'était de la colère. Et ça, en soi, était une déclaration, parce que la colère aurait été compréhensible. 15 ans aux côtés d'un homme qui partait quand il voulait, qui aimait d'autres quand il voulait, qui s'effondrait et se relevait dans des cycles qu'elle devait absorber sans se plaindre, et qui conduisit la voiture qui l'envoya à travers un pare-brise et continua, ensuite, sa tournée, pendant qu'elle se reconstruisait seule de l'autre côté de l'Atlantique. La colère aurait été complètement légitime, mais Sylvie Vartan n'était pas une femme de colère. Elle était une femme de résistance, et la résistance, à la différence de la colère, n'a pas besoin d'une cible. Elle a juste besoin de rester debout. Les déclarations les plus révélatrices de Sylvie n'arrivèrent pas dans le livre. Elles arrivèrent dans les interviews qu'elle donna au fil des années, dans ces moments où la garde baisse d'1 centimètre et quelque chose de réel se glisse entre les mots mesurés. Elles arrivèrent quand quelqu'un lui posait une question qu'elle n'attendait pas et qu'elle répondait avec cette honnêteté tranquille qui était sa marque personnelle. Et sur France Inter, elle parla des infidélités avec un calme qui déconcerta l'intervieweur. Elle les avait connues, les avait traitées, avait décidé qu'elle ne définirait pas son histoire. Dans Gala en 2013, elle admit que peut-être la mémoire avait réécrit des parties de ce qu'elle avait vécu pour le rendre plus supportable. Dans Paris Match en 2021, elle dit qu'elle ne supportait plus les allers-retours, qu'elle aurait voulu avoir un deuxième enfant avec Johnny, que la vie en avait décidé autrement. Chacune de ces phrases, prises seule, semble une déclaration mineure. Ensemble, elles forment le portrait d'une femme qui pendant des décennies administra la vérité en petites doses, dans les moments où elle pouvait le faire sans que le poids de tout le reste ne l'écrase. Et il y eut quelque chose que Sylvie n'aborda jamais en profondeur, en public. L'impact réel que vivre dans l'ombre de Johnny eut sur sa carrière. Parce que cet impact exista, et il fut significatif, même si les chiffres racontent une histoire apparemment contradictoire. Sylvie Vartan continua à être une star après le divorce. Elle continua à remplir les salles. Elle continua à enregistrer. Elle continua à être l'une des artistes féminines françaises avec la trajectoire la plus longue de sa génération. Mais ce qu'on ne saura jamais, avec certitude, c'est jusqu'où elle serait allée sans l'ombre. Sans avoir passé les années les plus productives de sa carrière, à être définie, en premier lieu, comme la femme d'un autre. Sans avoir dû partager, céder, s'adapter dans un univers où le centre de gravité était toujours lui. La France l'aimait, mais elle l'aimait pendant trop longtemps, comme une partie de quelque chose de plus grand qu'elle-même. En novembre 2017, Johnny Hallyday fut hospitalisé à la clinique Bizet avec une insuffisance respiratoire grave. Sylvie alla lui rendre visite.
Selon les personnes présentes, ce fut une visite brève, privée, sans caméra. 2 personnes qui avaient partagé 15 ans et un fils et 4 décennies d'histoires parallèles dans une chambre d'hôpital, sans le monde qui regardait pour une fois. Johnny mourut le 5 décembre 2017 d'un cancer du poumon. Il avait 74 ans. La déclaration de Sylvie fut brève et parfaite. « J'ai perdu l'amour de ma jeunesse et rien ne pourra jamais le remplacer. » Elle ne dit pas qu'elle avait perdu l'amour de sa vie. Elle dit l'amour de sa jeunesse. Une distinction apparemment petite et en réalité énorme. L'amour de sa jeunesse était réel. Il avait été réel. Mais la jeunesse se termine. Et ce qui vint après pour Sylvie fut une vie qu'elle construisit dans ses propres termes, avec ses propres décisions, loin de l'ombre. Dans ses dernières années, comme artiste active, Sylvie Vartan fit ses adieux aux scènes, avec une tournée qui portait le nom le plus honnête qu'elle aurait pu choisir. Je tire ma révérence, sans drame, sans rancœur, avec l'élégance qu'il avait définie depuis cette chambre d'hôtel rue Montmartre jusqu'aux scènes de Las Vegas. En 1998, elle reçut la Légion d'honneur. En 2005, elle fut nommée ambassadrice de bonne volonté de l'Organisation mondiale de la santé. Elle adopta une petite fille en Bulgarie, le pays qu'elle avait dû quitter enfant, et fermant un cercle que seule elle pouvait fermer. Sylvie Vartan n'eut pas besoin de détruire Johnny Hallyday pour se construire elle-même. Elle n'eut pas besoin du scandale, ni de la vengeance, ni de la version définitive et dévastatrice qui aurait satisfait le public, mais qui n'était pas qui elle était. Ce qu'elle fit fut quelque chose de plus difficile et de plus durable. Elle survécut, elle se reconstruisit, et elle continua à être exactement ce qu'elle avait été depuis le début. La petite fille qui arriva de Bulgarie sans parler un mot de français, qui apprit les règles du jeu, et qui, quand les règles cessèrent de lui servir, écrivit les siennes propres. C'est ce que les couvertures de magazines ne dirent jamais. C'est ce que les caméras de télévision ne captèrent jamais. C'est ce qui restait entre l'ombre et la lumière. Sylvie Vartan passa 15 ans à être définie par le nom d'un autre. Ce que personne ne raconta, c'est combien il lui en coûta de récupérer le sien. Il y a d'autres femmes qui vécurent exactement la même chose, qui aimèrent des hommes qui occupaient tout, qui payèrent des prix que personne ne calcula, qui mirent des décennies à pouvoir raconter leur histoire dans leurs propres termes. Leurs noms sont là aussi, attendant que quelqu'un les prononce avec l'attention qu'ils méritent. Cette histoire est la suivante.